Aujourd'hui, les gens n'ont pas envie d'aller travailler, je suis désolée de le dire. C'est un problème de motivation. Dès qu'on traite des pauvres, le regard porté sur leur vie est simplifié au point de raccourcir les choses. C'est-à-dire que les jugements sont beaucoup plus faciles. S'il est encore au RSA, c'est qu'il ou elle ne veut pas travailler. Les clichés les plus fréquents qu'on entend sur les allocataires du RSA, vous les avez juste derrière moi, c'est profiteur, glandeur, jamais content, rêveur, qui sont des mots que tous et toutes ont entendus. La réforme, elle décomplexe un peu ces discours stigmatisants. Ça a des conséquences parce que ça se diffuse dans l'ensemble de la population. Tous les gens au RSA que j'ai rencontrés dans mon association ne demandent qu'une chose, c'est sortir du RSA, pouvoir à un moment payer la cantine des enfants, c'est s'en sortir par le haut et pas rester toute sa vie avec une allocation qui a un montant misérable. On est tellement interdépendant des autres quand on vit au RSA parce que c'est tellement des situations de pauvreté et de privation qu'on a besoin de la solidarité de chacun. Et donc on va cuisiner quelque chose pour la voisine et elle va nous le rendre autrement. Sur l'aide aux devoirs, sur le fait d'amener quelqu'un à l'hôpital. Ça c'est du travail en fait. Il y a plein de gens qui sont aidants de leurs enfants en situation de handicap, de leurs parents qui vieillissent. Survivre avec 500 balles par mois, c'est en permanence répondre à l'injonction de la pauvreté. Il y a plus de 15% des allocataires du RSA qui sont des gens qui travaillent en auto-entreprise, comme auteurs, comme agriculteurs, mais qui en fait ont des revenus insuffisants et qui viennent compléter leurs revenus du travail par le RSA. Une dose d'économie et puis une question quasiment rhétorique. Est-ce que les chômeurs cherchent vraiment à travailler ? On a un espèce de fantasme autour de ces gens qui bénéficieraient d'aide, qui vivraient bien. Le RSA, c'est un maximal de 600 et quelques euros pour une personne seule. Dès qu'on gagne un centime de plus en mission intérim, etc., c'est défalqué du RSA. Les allocations logement sont défalquées du RSA. Quand on est au RSA, on est à la moitié en dessous du seuil de pauvreté. C'est plutôt une vie de privation que de profit. On voit bien à quel point c'est ancré sur une vision très néolibérale de la pauvreté. C'est vraiment très à l'opposé de ce que vivent les bénéficiaires du RSA et de ce que dit aussi la sociologie de la pauvreté. Beaucoup de travaux montrent bien que être pauvre, c'est loin d'être un choix. Il y a tout ce discours sur on ne peut plus se payer le luxe de notre modèle de protection sociale. Tout ça serait dû principalement à la fraude sociale, c'est-à-dire aux gens qui abuseraient des minima sociaux. En fait, la fraude sociale est minime par rapport à la fraude fiscale. Si vous faites un sujet sur la fraude en général, c'est pas les minima sociaux sur lesquels la fraude s'exerce en premier. C'est-à-dire que l'argent qui échappe à la France massivement et qui part à l'étranger, c'est bien plus la fraude fiscale. Et en plus, la fraude sociale, ça touche la fraude aux cotisations sociales le plus souvent en fait. Alors, la fraude aux cotisations sociales, c'est-à-dire c'est des employeurs qui ne payent pas les cotisations sociales. Et donc ça, c'est de la fraude sociale. Et ça, c'est un petit peu le cliché, c'est de dire, bon, c'est les cassos, il y a les cassos et puis il n'y a pas les cassos. En fait, c'est beaucoup plus flou que ça. Il y a des personnes qui ont des difficultés à un moment donné et ces difficultés se lèvent. Ça peut être des difficultés en termes de santé, de dépression, ça peut être des difficultés en termes de mobilité. C'est des accidents de la vie, c'est de ne pas avoir les bonnes cartes dès le départ. On a par exemple, dans les allocataires du RSA, et ça c'est pas très connu, beaucoup d'agriculteurs qui travaillent mais qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Donc des auto-entrepreneurs au RSA, il y en a une certaine quantité aussi. Vous avez des jeunes qui, à l'issue de leurs études, n'ont plus d'aide de leurs parents. À mon avis, pour ça, il faudrait une volonté politique qui pourrait mettre en avant des parcours de personnes qui ont réussi à faire des choses avant, pendant et après le RSA. L'époque où j'étais sans travail, je vivotais et j'ai décidé de m'inscrire au RSA. J'ai reçu cette aide de quelques 400 euros par mois et ça m'a empêché de tomber dans une précarité très forte. C'est quelque chose qu'il faut vraiment garder dans notre pays, c'est très important. Ces aides sociales-là, elles nous ont aidés, elles m'ont aidé à rebondir. Notre humanité, c'est d'être complètement interdépendants les uns des autres. Il n'y a pas d'un côté les forts et de l'autre côté les vulnérables. Il y a des moments de vulnérabilité dans une vie humaine et des moments où on est un peu plus capable d'autonomie. Ça veut dire qu'à un moment, on peut avoir besoin plus du soutien de ses proches et de la société.